Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de En équilibre de Morgane Moncomble, lu par Charlotte Gagnor. Et Sébastien Mortamet. Prologue. J'ai 11 ans la première fois que je rencontre Nana, mon premier cirque en tant qu'acrobate junior. La tente du chapiteau s'élève haut dans le ciel, d'un bleu profond recouvert d'étoiles auxquelles volaient des vœux inespérés. La lumière tamisée ne permet pas d'y distinguer le public au-delà de l'arène. Mais ses hoquets d'ébahissement indiquent bel et bien sa présence. Et pour cause, c'est moi qu'il regarde. Je fais tourner le cerceau autour de moi, tel un lasso lumineux, concentré. Une fois, 2 fois, chaque fois avec plus de force. Puis soudain, je m'élance dans les airs, une jambe pliée, la tête renversée en arrière, tel un ange montant aux cieux. Tout mon corps est tendu, gainé. La douce musique qui l'accompagne rythme chacun de mes mouvements, chacun de mes battements de cœur bruyant dans le creux de mes oreilles. Mes jambes nues et irisées par les paillettes glissent comme de la soie sur l'acier. Ma sœur jumelle s'élance à son tour, montant sur le cerceau à mes côtés. Amélia est mon portrait tout craché, de ses longs cheveux châtains à ses yeux noisettes. Mon cœur s'accélère tandis que je laisse ma tête dodelinée vers le bas, retenue à la vie seulement par mes cuisses. J'ouvre grand les bras, libre et fière, et la foule des spectateurs aux mines transportées applaudit. Ils m'applaudissent. Moi, Lara Bailey. Amélia tend le bras vers moi pour que nous effectuions la première pose à 2. J'ai déjà fait cela des milliers de fois en répétition. Je suis prête. Mais ce soir-là, quelque chose change. Nana apparaît pour la première fois. Je ne la vois pas. Ce n'est qu'une voix quasi inaudible. C'est seulement plus tard que je l'appellerai Nana, en référence au doudou que j'aimais tant bébé. « Oula, ça me semble dangereux tout ça. Tu es sûre de ce que tu fais ?» dit-elle. Je ne comprends pas tout de suite ce qui se passe. Mes mains tremblent. Mon cœur bat la chamade. Une goutte de sueur dégouline le long de ma tempe gauche. Je jette un coup d'œil au vide en dessous de nous, et soudain, je suis effrayée. Il y a un filet de protection au cas où, mais ça ne change rien. Plus la peur s'empare de moi, plus la voix devient bruyante. « Tu vas tomber. On va tomber. Tu vas nous faire mourir, idiote. » J'ai un filet de sécurité, tout va bien se passer. Je ne vais pas tomber, et quand bien même, si cela arrive, je n'en mourrai pas. Pas vrai ? Regarde tante Bertha. Tout allait bien, puis du jour au lendemain, quick. Mieux ne vaut pas tenter le diable. Tout mon corps se raidit au souvenir de ma tante décédée. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis complètement folle. Et si je tombais devant tout le monde et passais entre les filets ? Au pire, si tu faisais tomber Amélia à ta place. Quoi ? Non, 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 non. Si j'étais toi, je compterais jusqu'à 60 en sautant les chiffres impairs. On sait jamais. Hein ? À quoi ça va me servir de faire ça ? Tout le monde me regarde. Je dois bouger, faire quelque chose. Fais-moi confiance. Je panique. Qu'est-ce qui se passe au juste ? Comme d'habitude, ma sœur lit dans mes pensées et me rassure d'un sourire, attendant mon prochain mouvement. Je ne suis pas certaine de pouvoir le faire. Devrais-je vraiment compter jusqu'à 60 ? L'envie me démange nerveusement. Mon cœur fait trop de bruit dans mes oreilles. J'arrive à peine à respirer. Je panique. J'ai besoin d'air. « Lara !» chuchote Amélia. « Regarde-moi. » J'obéis. Puis elle m'accorde un regard que je comprends tout de suite. « Tu peux le faire. J'ai confiance en toi. Ensemble. » Pff, connerie. Fais ce que je t'ai dit, c'est mieux. Je tente de faire taire la voix dans mes oreilles, angoissée. Alors je tends la main à Amélia, déterminée, et la voix se tait comme par magie. Nous effectuons notre numéro sans aucun accroc. Quand mes pieds touchent à nouveau le sol,
Je manque de dégobiller mon angoisse sur le sable. Je l'ai fait. J'ai été phénoménale. Je ne suis pas tombée. Et tout cela grâce à Amélia. Ce soir-là, je choisis de lui faire confiance. Je choisis de croire qu'à ses côtés, je suis capable de tout. Tant qu'elle est là, tout se passera bien. Parce qu'elle est la meilleure moitié de moi. Et moi alors? Moi aussi je suis là. Moi aussi je suis une partie de toi. Alors, amie? Je rejoins les coulisses, sortant du Big Top pour rejoindre le chapiteau des loges. Amélia saute de joie, heureuse de notre réussite, tandis que les enfants jongleurs prennent le relais sur la piste. Je tente d'ignorer la voix dans ma tête, mais elle persiste. « Allô? T'es là? Rien ne sert de m'éviter, tu sais. Je suis toi. » Je ne suis pas sûre de... « Allez! C'est grâce à moi que tu t'en es sortie ce soir. Tu crois que je ne t'ai pas entendu compter comme je te l'avais conseillé? » Je rougis fortement, les mains tremblantes. Elle a raison, j'ai bel et bien compté. Juste une fois, au cas où. Ce n'est rien de grave. Ça n'entache pas la confiance que j'ai en Amélia. Le monde extérieur est dangereux pour une petite fille comme toi. Si l'on devient amis, je te protégerai. Je déglutis, soudain mal à l'aise dans mon juste au corps rouge. Après tout, je ne risque rien, si? Au contraire. Bon, d'accord. Super. Tu verras, tout va bien se passer. Tant que tu fais tout ce que je te dis de faire, tout ira bien. Tout ira bien. Chapitre 1. Lara. 6 ans plus tard. Vous pensez que votre vie est triste? Il y a encore une semaine, je pensais être amoureuse de mon meilleur ami. Mon meilleur ami gay, qui sort désormais avec mon autre meilleur ami. Ouais, je sais. À ce stade, on se demande vraiment comment j'ai été assez idiote pour ne pas deviner. Les regards qu'ils se lancent en public sont absolument indécents. Sérieusement, parfois j'ai l'impression qu'ils oublient que je suis dans la même pièce. Pour être honnête, je m'y suis faite plus rapidement que prévu. Je suis vraiment heureuse pour eux, même s'ils marchent encore sur des œufs en ma présence. Ambrose ne veut pas le montrer, mais il culpabilise de m'avoir rejetée. La vérité, c'est que je suis déjà passée à autre chose, à une vitesse qui fait peur. En voyant la façon dont Matthew et Ambrose s'aiment, j'ai compris que ce que je ressentais pour ce dernier n'était en rien similaire. Ils sont faits l'un pour l'autre, ça crève les yeux. Et quiconque affirme le contraire devra faire la connaissance de Marie et Curie, à savoir mes poings. De toute façon, ça tombe très bien. Je n'ai pas le temps pour un petit ami. J'ai trop de devoirs pour cela. En parlant du loup, je suis en train d'effectuer des étirements sur mon cerceau d'appartement quand je reçois un message de Matthew. Je lâche mon échauffement pour y jeter un coup d'œil, soufflant sur une mèche rebelle s'échappant de mon chignon crépu. « Tu me manques déjà. » « C'est mignon, mais je crois que tu t'es trompée de destinataire. » « Merde, pardon. » Je laisse échapper un rire amusé, la sueur collant mon cou, et envoie la capture d'écran du message sur notre conversation à trois. Ambrose y répond avec des émojis qui pleurent de rire, puis celui du singe qui se cache les yeux. Matthew. T'étais pas obligée de m'afficher, Bailey. Lara. J'ai vraiment cru que je te manquais. Je suis un peu déçue, je l'avoue. Ambrose. Tu nous manques. Matthew, dis-lui. Matthew. Mais oui, tu nous manques déjà aussi. Qui sont Athos et Aramis sans D'Artagnan, hein? Que de pauvres mousquetaires dont personne ne se souvient. Je sais qu'ils disent vrai, mais j'aime les taquiner. Même si je crois qu'au fond, j'ai un peu peur que les choses changent. Malgré notre amitié, Matthew et Ambrose ont toujours été un duo à eux seuls. Déjà petits, ils partageaient des blagues que je ne pouvais pas saisir. Je n'ai jamais été capable de communiquer avec eux d'un seul regard, comme ils le peuvent, eux. Je pensais simplement que c'était parce que je suis une fille. Quelle idiote. « Lara Bailey, ta sœur est là !» s'écrie ma mère depuis l'entrée. Mon cœur ne fait qu'un bond dans ma poitrine.
Je tape une réponse à la va-vite. Amelia est là, bye. Et m'élance aussitôt dans le couloir, encore vêtue d'une brassière et de leggings. Amelia est de retour. Ma sœur jumelle, ma vie, la moitié de mon cœur, la moitié de moi-même, est enfin à la maison après 3 semaines. Tu mettras tes affaires sales dans la machine, lui dit maman, tandis qu'elle retire son écharpe. Je m'apprête à me lancer dans ses bras quand j'aperçois la couleur flamboyante de ses cheveux. J'ai un léger mouvement de recul, comme si je n'étais pas certaine qu'il s'agisse d'elle. Mais si, je la reconnaîtrai partout, c'est bien ma sœur. Et ses cheveux sont, oh waouh, bleus. Je ne devrais pas être surprise, après tout je le savais déjà, puisqu'elle m'a envoyé une photo il y a quelques jours. Et pourtant, j'espérais que ce soit faux. Je n'aime pas ne pas la reconnaître. « Allô !» sourit-elle de toutes ses dents. Ça veut dire bonjour en norvégien. C'est le seul mot que j'ai appris avec « j'ai faim ». Je parie que tu ne le savais pas, ça, la nerd. En effet, c'est bien elle. La surprise passée, je la prends dans mes bras et la serre aussi fort que possible. C'est comme si je redevenais complète. Je respire à nouveau. Je ne comprendrai jamais pourquoi je suis capable de passer un été entier sans mes parents quand 3 semaines séparées de ma sœur me paraissent insupportables. Tu m'as manqué, je murmure, avant d'ajouter. Ah, et si, je le savais. Je l'entends presque lever les yeux au ciel. Évidemment. En 17 ans d'existence, on ne s'est jamais quitté plus de 48 heures. Mon père adore raconter que le jour de notre naissance, je suis sortie la première et ai hurlé à plein poumon. Quand, 6 minutes plus tard, ils ont enfin libéré Amelia de son cocon, je me suis immédiatement calmée. C'est simple, je n'ai jamais supporté être loin d'elle. Depuis, nous vivons collés l'une à l'autre. C'est la première fois qu'elle part si loin pendant si longtemps, sans moi. Autant dire que je n'étais pas très enjouée à l'idée qu'elle participe à ce séjour linguistique d'hiver à Oslo. Quand j'ai émis mes doutes à voix haute, elle m'a répondu « Tu n'es pas obligée de venir, ne t'en fais pas ». C'est là que j'ai compris que je n'avais jamais fait partie de ses plans. Sans vouloir être dramatique, c'est comme si l'on m'arrachait le cœur. Heureusement, j'avais Ambrose et Matthew avec moi pendant les vacances de Noël. Dieu sait que je n'aurais pas supporté de rester 2 semaines en tête-à-tête avec ma mère. Alors, c'était comment ? Il fait vraiment très froid ? T'as mangé beaucoup de saucisses ? T'as visité les lieux de tournage de Scam ? Et les aurores boréales ? Ma mère m'interrompt en retirant son manteau. Laisse-la respirer, nom d'un chien. Je l'ignore et me recule pour prendre l'une des mèches de cheveux d'Amelia entre mes mains. Maman, tu ne dis rien ? Je sais que tu n'as pas tes lunettes, mais ils sont bleus. Je ne suis pas encore aveugle, merci, rétorque-t-elle. Toi aussi tu as fait des choix capillaires, douteux, que je sache. Personne ne t'a rien dit. Je grimace, ce qui fait sourire ma sœur. Pour mieux vous moquer dans mon dos, oui. J'essaie d'oublier ma période rousse de l'été dernier, passée à Charleston, Caroline du Sud. Malheureusement, ma famille a des preuves photographiques. J'essaie encore de les brûler une par une. J'ai fait ça sur un coup de tête, m'explique Amelia d'un haussement d'épaule. Je fronce les sourcils, un sourire étrange déformant mes lèvres. C'est nouveau, ça. On ne connaît pas le mot « coup de tête », sauf quand il s'agit de les donner. Elle hausse à nouveau les épaules, l'air désinvolte. Ça aussi, c'est nouveau. On n'est pas du genre à hausser les épaules. Je sais qu'on est très différentes, et ce, depuis que nous sommes en âge de parler. Lara est la petite intello de la famille, promise à un brillant avenir, un peu trop franche et rebelle pour son propre bien, maniaque de l'organisation et un peu folle dingue sur les bords. Plus communément appelée la grosse des deux. Amelia est la jumelle drôle et sociale, la jumelle belle, qui a tout pour elle et qui évite toute forme de conflit. Elle n'est là que pour jouir du moment présent, prendre les choses comme elles viennent et toujours rester positive. Ah. 2 choses nous rapprochent toutefois. 1. L'amour mutuel que l'on se porte. 2. Notre passion pour le cirque. Tu,
ne connaît pas le mot « coup de tête », rectifie-t-elle justement. Je te raconterai tout ce soir. Je vais aller faire une sieste. Je suis crevée. Je suis un peu déçue, mais je ne dis rien. Je traîne sa valise dans sa chambre, tandis que ma mère lui caresse les cheveux en la complimentant sur son teint clair. Je l'entends lui dire qu'elle a perdu du poids aussi. Ça commence. Moi, elle a passé les vacances à me sommer de ralentir sur la nourriture. Chaque fois que je prenais un chocolat posé sur la table, je sentais son regard pesant et désapprobateur, l'air de dire « Tu es sûre ?» Pour la peine, je mangeais toute la boîte avec un grand sourire. Oui, j'ai l'esprit de contradiction. Dites-moi ce que je n'ai pas le droit de faire, je le ferai plutôt 2 fois qu'une. C'est notamment l'une des raisons pour lesquelles Amélia est l'enfant préféré de cette famille, et pas moi. Amélia somnole pendant bien 24 heures. La veille de la rentrée, je me pointe dans sa chambre après le dîner pour qu'elle me raconte enfin ses vacances, et moi les miennes, comme promis. Mais quand j'arrive devant sa porte, un paquet de chips en main, je la surprends en pleine conversation téléphonique. Elle éclate de rire, puis semble enfin m'apercevoir. Son sourire se fige, et elle murmure un « Rachel, attends une seconde », avant de m'offrir une mine interrogatrice. « Tu as besoin de quelque chose ?» « C'est qui Rachel ?» je demande sans me donner la peine de murmurer. « Une amie. Je te raconterai tout plus tard, promis. » « Tu m'as déjà dit ça hier, ai-je envie de rétorquer. Mais l'hésitation perçue dans son ton au mot « amie » me laisse sans voix. Est-ce qu'il s'agirait d'une petite amie ? Amélia a fait son coming out à 15 ans. Depuis, elle n'a connu qu'une brève relation. Rachel, en revanche, je n'ai jamais entendu son nom avant ce soir. Elle m'en aurait parlé si elle avait une copine. Je suis toujours la première à savoir ces choses-là. « Ah bon ?» demande Nana. Je l'ignore, piquée au vif. Je retourne donc dans ma chambre et révise mes cours une dernière fois avant d'aller me coucher. Matthew et Ambrose me demandent comment se sont passées les vacances d'Amélia et je n'ose pas leur dire que, moi non plus, je n'en ai aucune idée. Pour être honnête, son retour n'est pas celui que j'avais imaginé. Je pensais lui avoir manqué autant qu'elle m'a manqué. Mais il faut croire que non. Je m'endors en pensant à la reprise des cours, mais surtout à la reprise du club de cirque qui m'a beaucoup manqué. Je n'ai presque pas touché à un cerceau de toutes les vacances, et pour cause, j'étais trop occupée à peaufiner puis envoyer mon dossier scolaire aux universités de mon choix. Columbia en tête de liste. Je me demande si Amélia a fait ses envois. Elle ne me dit plus rien en ce moment. De toute façon, je sais déjà qu'on sera séparés. Avec son GPA, elle ne sera jamais prise à Columbia. J'essaie encore de me faire une raison, même si cela me terrifie d'avance. On va au lycée ensemble ? Je lui demande le lendemain. Je déteste mon ton incertain. Amélia me jette un œil par-dessus la boîte de céréales, le premier qu'elle lève de son téléphone depuis qu'elle est sortie de la salle de bain. Son air est étonné, presque amusé. Bah oui, comme d'habitude. Ok, cool. Sur ce, elle reporte son attention sur son téléphone. Je déjeune en l'observant, tentant de comprendre l'origine de son sourire mystérieux. Est-ce qu'elle parle à cette fameuse Rachel ? C'est ma mère qui interrompt mes pensées en débarquant dans la salle à manger, ziotant ma tenue des pieds à la tête. J'attends une remarque, mais elle choisit de ne rien dire. Je porte mon uniforme d'hiver, chemise blanche sous un pull bleu marine, collant et jupe plissée, tout comme Amélia. Mais bien sûr, Amélia n'a pas un corps qui la fait passer pour une actrice porno dans une mauvaise parodie de « Oops, I did it again ». Votre père a appelé. Il ne pourra pas vous prendre ce week-end, nous prévient maman en se servant du café. Oh, et j'ai un cours de pilates ce soir. Je rentrerai tard. J'ai laissé de l'argent sur le comptoir pour le dîner. J'ouvre la bouche pour lui dire qu'on sait cuisiner, quand elle ajoute à mon attention. Lara, il reste des haricots verts dans le frigo. Tu peux te les faire à la vapeur avec des œufs. J'arque un sourcil. Ah, donc Amélia peut se commander quelque chose à manger, mais je dois me taper les haricots vapeur goût eau. Non merci.
Ma sœur comprend qu'il est temps d'intervenir et range son téléphone dans la poche de son sac à main. Faut qu'on y aille, si l'on ne veut pas être en retard. Je hoche la tête avant de la suivre dehors, mon sac sur le dos. Je ferme la porte et descends les escaliers du porche. La cacophonie des rues new-yorkaises m'assaille aussitôt. Des restes de neige et de verglas recouvrent les trottoirs, détail insignifiant qui me fait pourtant sourire. J'adore l'hiver. Ne l'écoute pas, me rassure Amélia en glissant son bras sous le mien. Burger ce soir, ça te dit ? Je souris. Mon cœur se réchauffe à cette idée. Et comment ? Nous marchons en direction du lycée, parlant de tout et de rien. J'en profite enfin pour lui demander comment s'est passé son voyage. Elle me raconte combien c'était génial, ainsi que toutes les personnes qu'elle a rencontrées et qu'elle a bien l'intention de revoir vite. En retour, je lui apprends qu'Ambrose et Matthew sortent ensemble. Elle manque de s'étouffer, les yeux ronds. « Pardon ? Je pars 5 minutes et c'est le bordel !» Je sais, je m'esclaffe sans pouvoir m'en empêcher. J'ai été étonnée moi aussi, mais quand on y pense... Ça fait sens, finit-elle en opinant. Waouh, comment tu le vis ? Amélia fut la première et seule personne à savoir que j'avais un crush pour Ambrose. Nous nous sommes tous connus à l'âge de 6 ans, lors de notre premier Noël à Gettysburg. Amélia connaît les garçons, et pourtant, elle n'a jamais fait partie de notre trio. Elle préférait généralement rester avec maman et papa avant leur divorce, tandis que je passais mes journées dehors avec les copains. Bien, je me suis rendu compte que j'aimais Ambrose, c'est vrai, mais pas comme ça. Elle colle sa tête contre la mienne, se voulant réconfortante. Sa moue me fait comprendre qu'elle a pitié de moi. Je peux presque apercevoir les mots tatoués sur mon front. Lara Bailey, 17 ans, n'a jamais couché, embrassé, ni même tenu la main d'un garçon. Ça t'arrivera bientôt, ne t'en fais pas. Je ne peux m'empêcher de froncer les sourcils. Je sais que ces mots se veulent attentionnés et rassurants, néanmoins ils m'agacent. Je ne suis pas triste d'être célibataire. J'aime ça. Penser à l'amour et aux petits amis suffit à me donner des maux de tête. C'est beaucoup trop d'investissement psychologique et émotionnel. Je n'ai ni la force ni le temps pour ça. Je ne vois pas en quoi c'est mal. Ai-je manqué quelque chose ? L'amour est-il un passage obligatoire, une fatalité dans une vie ? Et particulièrement à l'adolescence ? Je chercherai sur Google ce soir. On mange ensemble ce midi ? Je la questionne en traversant la rue. Ah, en fait, j'avais On pourrait emprunter le gymnase pour s'échauffer un peu. J'ai dû m'entraîner seule pendant ton absence. C'était l'enfer. Il faut d'ailleurs qu'on discute de notre acte pour le spectacle de fin d'A. À ce propos, m'interrompt Amélia d'une voix forte, le visage déformé par la gêne. Je voulais justement te parler de ça. J'arque un sourcil, patiente. Elle se tord les mains, hésitante, si bien que je m'arrête en face du lycée. Certains élèves nous dépassent, d'autres se saluent bruyamment après 2 semaines de vacances passées loin des autres. J'ai décidé d'arrêter le cirque. Mon cerveau se vide complètement. Le silence est si puissant qu'il résonne presque dans les parois de mon esprit. Je suis incapable de bouger ni de réagir. Cela ne dure qu'une seconde, le temps de réaliser ce que cela signifie. Puis mon sourire s'écroule et je frissonne de terreur. Quoi ? Je lâche la voix tremblante. Elle se mord la lèvre, s'attendant à me voir m'écrouler à tout moment, et continue d'une traite. J'ai bien réfléchi, et ça me prend beaucoup de temps, et j'ai envie de profiter de ma dernière année de lycée, et d'essayer de nouvelles choses et de me faire de nouveaux amis. Je suis désolée, s'il te plaît, ne me déteste pas. Je suis certaine que tu vas tout déchirer au spectacle de fin d'année, je suis désolée. Je ne l'écoute qu'à moitié. Amélia arrête le cirque. C'est impossible. Elle ne peut pas me faire ça. Elle n'a pas le droit. Le cirque, c'est nous, c'est notre truc. On a commencé toute petite, chaque performance, chaque spectacle, c'est avec elle que je le fais. Très rarement seule, jamais avec quelqu'un d'autre. Je suis bonne à rien sans elle.
Parce qu'un malheur n'arrive jamais seul, Nana se réveille d'une grosse sieste. Oh waouh! Si elle n'est pas là, qui va te retenir de tomber? C'est vrai ça. Qui va m'empêcher de m'écraser par terre tête la première? Plus important encore, on s'était promis d'intégrer une école de cirque, de devenir acrobate, puis de rejoindre la troupe du Cirque du Soleil. Où sont passés tous nos rêves? Je souffle. Mais c'est notre passion. Je suis au bord des larmes, je le sais bien. Je les retiens avec force, le cœur douloureux. Je me hais de la trouver égoïste, là, tout de suite. Elle a le droit de changer d'avis. Ce serait égoïste de ma part de la forcer parce que j'en ai envie. Et pourtant, c'est ce que je ressens. C'est ta passion, Lara, dit-elle tristement. Pas la mienne. Chapitre 2. Du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu être acrobate. Je me rappelle le jour où nos parents nous ont emmenés au cirque pour la première fois, avec Amélia. C'est peut-être mon souvenir le plus vieux. Je n'avais que 4 ans, et pourtant, je revois encore très clairement les clowns, les chevaux dressés, les cerceaux en feu ainsi que les jongleurs d'anneaux. Mais surtout, j'ai été fascinée par l'élégante femme qui flottait dans les airs à 5 mètres du sol, les membres emmêlés dans un tissu rouge sang. Tous les regards étaient fixés sur elle. 2 ans plus tard, mes parents m'ont inscrite au club de cirque pour enfants. Ça a été un déclic. Je n'ai plus jamais arrêté depuis. Les cours y sont divers. Clown, foot freestyle, parcours, jonglage, danse, funambule. J'ai tout essayé. Au fil du temps, je me suis spécialisée dans l'aérien, et plus particulièrement le cerceau. Aujourd'hui, je ne peux pas vivre sans. C'est simple, je ne me vois pas faire autre chose de ma vie. Je suis née pour ça. Je sais être promise à Columbia, afin de perpétuer notre ligne héréditaire d'architecte. Ce sont les dires de mon père. Ne pas se servir de tout son potentiel intellectuel serait un tel gâchis, aime-t-il répéter à tout bout de champ. À aucun moment on m'a demandé ce que je voulais faire, moi. La vérité, c'est que je ne peux m'empêcher de rêver à un monde où je pourrais performer sous un immense chapiteau étoilé et émerveiller les plus petits. Cette fois, tous les yeux seront rivés sur moi. Amélia m'a suivie dans cette activité, comme une évidence. J'ai toujours pensé qu'elle aimait cela autant que moi. Visiblement non. Ce n'était qu'un hobby pour passer le temps. Pire, pour me faire plaisir. « Je savais bien que je te trouverais là », retentit soudain une voix dans le vaste gymnase. Je tourne la tête vers Chavi, ma seule véritable amie au lycée. Malgré mon côté solitaire, j'ai toujours été très appréciée à l'école. Probablement parce que je suis gentille avec tout le monde. Malgré cela, ces gens ne sont pas mes amis. Sauf Chavi. Je n'aurais jamais pensé devenir copine avec une gothique rebelle et sarcastique qui ne prend rien au sérieux, flirte un peu trop et dessine des trucs glauques sur son Tumblr. Comme quoi, tout arrive. C'est quand je l'ai surprise à esquisser mon portrait en pleine classe qu'on s'est enfin adressé la parole. Je lui ai demandé pourquoi elle me dessinait, ce à quoi elle a seulement répondu « Parce que je te trouve atypique. Ce n'est pas le rôle de chaque artiste d'immortaliser les belles choses. » J'ai tout de suite aimé sa façon de penser, même si son portrait a réussi à me donner des cauchemars. Mais la plus belle, c'est bien elle. En hindi, son nom signifie beauté et splendeur. C'est littéralement écrit sur sa bio Twitter. Et Dieu sait qu'elle le porte à merveille. Sa peau brune est lisse et sans défaut, chose que je lui jalouse secrètement. Et ses yeux chocolat lui mangent une grande partie du visage. On dirait une fille tout droit sortie d'un film Disney. En remplaçant la robe de princesse par une mini-jupe plissée noire, des collants résille, une veste en cuir et un rouge à lèvres sombre. Quand j'y pense, sa mère a été assez intelligente pour la placer en lycée privé où l'uniforme est obligatoire. « Alors, tes vacances ?» me demande-t-elle en s'asseyant près de moi dans les gradins, son carnet de dessin en main. « Waouh, ton chien est mort ou quoi ?»
Je jette un œil à ma montre, continuant de me frotter les ongles de haut en bas en comptant. Les cours reprennent dans 10 minutes et je n'ai rien avalé durant la pause déjeuner. J'ai dit à Amélia que je devais répéter et elle m'a souri avec soulagement en répondant qu'elle voyait ses amis de toute façon. Amélia arrête le cerceau. Chavi ne réagit pas tout de suite. Elle laisse échapper un « oh » impassible, si bien que je tourne la tête vers elle. La réponse à ma question est évidente sur ses traits. Je demande tout de même « Tu savais ? Comment veux-tu que je le sache ? Je ne suis pas amie avec ta sœur. Mais, pour être honnête, ça se sentait. Elle n'a pas l'air d'aimer le cirque tant que ça. » Je laisse échapper un rire jaune. Je suis donc la seule à ne pas l'avoir remarqué. Comme l'égoïste que je suis. Mon père me le dit pourtant assez souvent. Je ne vois et entends que ce qui me plaît. Qu'est-ce que je vais faire ? Comment ça ? Je ne vois pas en quoi c'est ton problème. Pour le spectacle de fin d'année, des recruteurs de Circadio seront là. On sait tous ce que ça veut dire. C'est une audition, rien de moins. Et j'étais censée performer avec Amélia. Chavi hausse les épaules. Je déteste cette manie qu'ils ont tous. Qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Lara, tu es très douée, soupire-t-elle. On le sait tous, toi la première. Tu n'as qu'à faire un acte en solo. Oui, sauf que je déteste ça. J'en suis terrifiée. Ils ne comprennent pas. Amélia est mon porte-bonheur, ma sauveuse. Et si toute la magie disparaissait une fois que je me retrouverais seule ? Et si je m'effondrais sur le sol et mourais ? Je te le dis depuis le début, intervient Nana. Tu ne veux jamais m'écouter de toute façon. J'imagine la scène le temps d'une seconde et mon cœur s'accélère. Je frissonne de terreur. Peut-être que l'univers essaie de m'envoyer un signe. Que tenter d'entrer au Circadio dans le dos de mes parents est une mauvaise idée. Je devrais me concentrer sur Columbia et c'est tout. Suivre le plan initial, arrêter les rêves impossibles, c'est trop dangereux. Voilà, exactement, c'est bien. Oh, et tu es sûre de vouloir manger ça ? Je jette un coup d'œil à mon sandwich au thon, interrogatrice. Quoi ça ? Pourquoi ? Quel est le problème ? Et si tu étais allergique ? Je ne suis pas allergique au thon. J'adore le thon. C'est ce que tu crois ? J'ai déjà mangé du thon. Je ne suis jamais morte. Arrête de m'embêter. Et si tu avais développé une allergie au thon entre-temps ? On ne sait jamais. Plein de choses arrivent du jour au lendemain, sans prévenir. Tu veux vraiment prendre le risque ? C'est bien ce que je me disais. La sonnerie retentit, interrompant mes angoisses. Je grogne d'agacement, agitée, et saisis mon sandwich pour le ranger au fond de mon sac. Ne te prends pas trop la tête, me rassure Chavi en se relevant. Allez, viens. Je tente de suivre son conseil, tandis que nous nous rendons en classe. Je dramatise, comme d'habitude. Je ferai des listes dès mon retour à la maison, et tout ira bien. Je peux me... C'est un réflexe. Je me tourne vers la source du bruit, le regrettant aussitôt. Cody et Tyler, les deux seuls abrutis qui persistent à me harceler, passent à côté de moi en faisant des bruits de cochon. Le temps que mon regard tombe sur eux, ils sont déjà hilars. Je lève les yeux au ciel, blasé. Très mature. Je vois qu'ils n'ont pas fait évoluer leurs blagues depuis l'école élémentaire. Bravo, Tyler! Ceci est le bruit du cochon! Je commente en applaudissant, un sourire infantilisant sur le visage. Tu as gagné une gommette en forme d'étoile. Celui-ci perd de sa superbe, les joues rouges d'embarras. Je l'ignore, mes livres de trigonométrie serrés contre ma poitrine. Ce genre de réflexion me touchait lorsque j'avais 12 ans et un début de poitrine surdéveloppée. Puis, j'ai réalisé que j'étais beaucoup trop intelligente pour les laisser m'atteindre. Depuis, ça me glisse dessus. Littéralement. Eh, c'est pas notre faute si tu t'es reconnue. Je m'apprête à lui faire remarquer que sa braguette est ouverte, quand je me heurte soudain à quelque chose, me faisant ravaler toute parole en suspens. J'entends Tyler et Cody éclater de rire à nouveau.
Je lève la tête en m'excusant, puis tombe nez à nez avec des yeux familiers. Un œil vert bouteille, un autre couleur cannelle. Il n'y a qu'une personne derrière un tel regard. Casey Thomas. Aussi plus connu comme mon voisin et très récent frenemy. Casey a 1 an de plus que nous. Je le connais car il a toujours habité en face de chez moi. Mais je ne lui avais jamais adressé la parole avant. Pour des raisons qui me semblent encore suspectes, il a redoublé sa dernière année. C'est pourquoi il s'est retrouvé dans notre classe, entachant au passage ma réputation d'intello. C'est simple, le lycée est comme une mini-société. Tout le monde a un rôle. Le mien est d'être première de la classe. La déléguée, la miss je sais tout, le rat de bibliothèque. Bref, la fille que tout le monde déteste secrètement. Et cela me va très bien. Mais Casey débarque du jour au lendemain et me pique ma place. Au premier examen de l'année, il m'a battu de 3 points. Autant dire que j'en ai fait une bataille personnelle. Vous devez vous demander pourquoi j'en fais tout un plat alors que j'ai prévu d'aller au Circadio plutôt qu'à Columbia. C'est une question de fierté, d'accord ? Casey a très bien compris mon petit jeu et je suis certaine qu'il y participe malgré ses airs indifférents qui crient « Je vaux mieux que ça ». Toutefois, nous maintenons des relations cordiales en public. Tout de même, nous ne sommes pas des animaux. Pardon, je grommelle. J'ai été distraite en chemin. Il ne répond pas, jetant un coup d'œil froid vers Tyler et Cody, puis ramasse mon livre que j'ai fait tomber dans la collision. Il s'agit de Tess d'Uberville. Ses yeux parcourent le titre un instant. Je tends la main pour qu'il me le rende, quand il plante son regard dans le mien et dit « Je l'ai lu l'année dernière. Elle meurt à la fin. » J'ouvre la bouche, outrée. Il ne me laisse pas le temps de trouver une réplique acerbe et pénètre dans la salle de cours, son sac à dos nonchalamment jeté sur son épaule. Chavi, qui a assisté à tout l'échange, le suit du regard en faisant éclater sa bulle de chewing-gum. Je suis la seule à avoir trouvé ça super sexy. Je me retiens de lui dire que oui, elle est bien la seule. Cet abruti m'a vraiment spoilé la fin du roman. C'est quelque chose qui ne se fait pas, et il le sait parfaitement. Maintenant que je le regarde bien, Casey est devenu super canon, ajoute Chavi. Son copain est chanceux. Cela m'arrache la bouche, mais j'ai personnellement toujours trouvé Casey mignon. Probablement parce que j'ai un faible pour les mecs solitaires, intelligents et incompris. Ses yeux hors du commun ne gâchent rien non plus. Si par canon tu veux dire arrogant, je suis totalement d'accord. Je le fusille du regard en regagnant ma place au premier rang. Il dépose son sac par terre, impassible. Ses cheveux cuivrés tombent en mèche parfaite sur son front, cachant ses yeux aux cils interminables, ainsi que les taches de rousseur qui parsèment ses joues comme de la poudre d'étoiles. Son uniforme est immaculé sur son corps grand et élancé. Il est trop parfait. Son redoublement, plus qu'autre chose, demeure un mystère pour moi. Cela me fait mal de l'avouer, mais c'est la personne la plus intelligente de cette classe. Après moi, j'entends. Il est cultivé, logique et possède une mémoire impressionnante. Un robot. Et je dis ça avec toute l'admiration que je peux lui porter. Il a été recalé pour absentéisme, disaient les gens l'année dernière. Il séchait des journées entières et quand il était là, il s'endormait sur sa table. C'est lui le premier qui a demandé à redoubler. J'ai peine à croire qu'il s'agisse de la même personne. Je me souviens des rumeurs qui couraient à son propos. Elles ont commencé quand quelqu'un a appris qu'il sortait avec un garçon d'un autre lycée. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai pu apercevoir le mot « PD » inscrit sur son casier. Il n'a jamais rien fait, jamais rien dit. Puis, peu à peu, l'engouement s'est tassé et les gens sont passés à autre chose. Il n'était pas assez intéressant pour cela. Tout simplement parce qu'il n'y faisait pas attention. Il s'en fichait. Il continuait à vivre sa vie sans chercher à prouver quoi que ce soit. J'ai longtemps admiré sa capacité à se foutre du regard des autres. J'en suis incapable. La vérité, c'est que Casey Thomas est un véritable mystère pour moi.
Et Dieu sait que je déteste que quelque chose m'échappe. Chapitre 3. Kazay. Le lycée m'a manqué. Ou plutôt, les piques incessantes et les regards meurtriers de Lara Bailey. Chris, mon petit frère de 12 ans, pense que j'ai un problème. Effectivement, je suis peut-être sadomasochiste. Il faut dire que cette compétition silencieuse est la seule chose qui égaye mes journées depuis septembre. Ok, c'est triste à chialer. Noël a été un désastre. Le premier depuis la convalescence de Chris. J'ai tout fait pour que les fêtes soient parfaites. J'ai travaillé tout l'été pour pouvoir lui payer le cadeau qu'il souhaitait. Mes parents disent que j'en fais trop. Au contraire, je n'ai jamais l'impression que c'est assez. Comment ça pourrait l'être alors que je n'ai rien pu faire quand mon petit frère se battait pour vivre ? 12 ans. Cancer de l'œsophage. On n'était pas prêts. Personne ne l'est jamais. « Kazay, chérie !» m'interpelle ma mère pendant que je fais mes devoirs sur la table du salon. Je retire l'un de mes écouteurs et lève les yeux vers elle. « Il va falloir que tu libères tes mardis et tes vendredis également », m'apprend-elle sans même me jeter un regard. Je tente de ne pas lui montrer mon agacement, de peur qu'elle prenne ça pour de l'égoïsme, voire de l'ingratitude. Je suis toujours heureux de bosser à l'Amnésia, c'est ma deuxième maison, mais parfois j'ai juste besoin de respirer un air différent. J'aide déjà le samedi. J'ai beaucoup de devoirs et j'ai promis à Chris de l'aider avec les siens. Il se débrouillera, me coupe-t-elle d'un sourire rassurant et désolé. On n'a pas le choix, Kazay. Tu feras tes devoirs les autres jours. Tu te débrouilles toujours, je te fais confiance. J'aimerais lui dire que les autres jours je suis à l'école, que je n'ai pas le temps, que j'aimerais avoir une vie sociale aussi, que je voudrais ne pas avoir à me débrouiller. Mais tout ça est impossible, parce que c'est la famille d'abord. Ou plutôt, c'est le business familial d'abord. Elle m'interroge du regard et je lui offre un sourire réconfortant. D'accord, maman. Je trouverai le temps. Elle contourne la table et m'entoure de ses bras, déposant un baiser sur mes cheveux en bataille. Je me laisse aller contre sa chaleur maternelle, heureux de lui faire plaisir. Mon fils, mon sauveur. C'est normal, dis-je avant qu'elle disparaisse. Et ça l'est, je crois. Certaines fois, ça m'agace. Mais je finis toujours par culpabiliser d'être si égoïste. Je me reproche d'être un mauvais fils et je décide de faire ce qui est attendu de moi. Après tout, je le leur dois bien. Mes parents sont partis de rien. Ils ont bravé tous les interdits afin de nous avoir, Chris et moi, et d'ouvrir leur propre affaire, un petit cabaret en plein New York. Leur rêve à tous les deux, bien que lourdement aidés par leurs parents. Tout comme ma grand-mère, qui a passé de longues et folles années au Crazy Horse à Paris, ma mère était danseuse lorsqu'elle a rencontré mon père, tout jeune trapéziste. Entre les deux, ça a tout de suite fait des étincelles. Je suis né peu après. Le cabaret, c'est toute leur vie. C'est vite devenu la mienne également. Comment faire autrement ? J'ai grandi baigné là-dedans. À 7 ans, je courais déjà en coulisses pour apporter les costumes aux danseuses. Cela m'impressionnait, c'est vrai, mais ça ne m'a jamais donné envie. C'est pourquoi j'ai supplié mes parents de me faire arrêter le club de cirque il y a quelques années. C'est encore un sujet tabou. Je leur ai déjà dit que je ne comptais pas hériter du cabaret ni devenir acrobate. Je veux faire de longues études, écrire une thèse, voyager et me poser des questions futiles et sans réponse sur l'existence humaine. Ils ne l'ont pas très bien pris. Ils tentent encore de me faire changer d'avis, chose qui m'étouffe. Ils croient savoir ce qui est mieux pour moi et parfois, ils arrivent à me le faire croire également. Elle a raison, tu sais. Je me tourne vers Chris qui sort de sa chambre et vient se frotter les mains devant la cheminée. Je peux me débrouiller tout seul. T'as pas besoin de toujours m'aider, t'en fais déjà assez. J'arque un sourcil, tournant nonchalamment sur mon tabouret. Tu crois que je n'ai jamais eu 12 ans ? Tu essaies de te dérober pour avoir une excuse de ne pas faire tes devoirs. Pas du tout, s'écrie-t-il indigné. Je ris devant ses joues roses. Il est adorable. Encore un bébé et pourtant presque adolescent. Mes yeux glissent de ses cheveux roux aux taches de rousseur, les mêmes que les miennes, qui recouvrent son nez. On se ressemble beaucoup. Personne ne peut nier notre lien de sang. Je m'en veux, c'est tout, marmonne-t-il. T'as aucun temps pour toi.
Après la chimio, puis ce qui s'est passé avec Dean, je voulais que les choses soient différentes pour toi cette année. Ne t'occupe pas de ce genre de choses, dis-je en lui ébouriffant les cheveux. Elles sont différentes. Je suis jeune, beau et célibataire. Tout va bien dans le meilleur des mondes, voyons. Il me lance un regard blasé, ne mordant pas à l'hameçon. Je grimace. J'aurais essayé. Est-ce que c'est vrai ? Chuchote-t-il soudain comme s'il craignait que quelqu'un nous entende. Quoi donc ? Son regard se fait plus sérieux, plus inquiet. Il s'approche et murmure tout bas. Que le cabaret fait faillite. Je frissonne. Ses yeux, grands et soucieux, me fixent. Des questions les emplissent auxquelles je ne peux malheureusement pas répondre sans risquer de l'inquiéter. J'ai dû grandir un peu plus vite pour assister mes parents, mais je tiens à ce que Chris reste un enfant encore longtemps. Bien sûr que non. Je mens. Justement, je dois aller aider parce que les affaires marchent bien. T'inquiète. Il laisse échapper un souffle de soulagement, hochant la tête. Chris a eu la chance d'échapper aux pressions parentales. Il a fait du cirque plus petit, comme moi, mais il s'est avéré nul comme un pied. Nos parents l'ont vite laissé tranquille. J'aurais aimé ne pas être doué. J'aurais alors pu faire ce que j'aime sans regret ni culpabilité. « Je te laisse bosser », dit Chris en faisant demi-tour. « Yel t'attend !» Je ris, parce que Dieu sait que Yel n'a pas besoin de moi. Moi, en revanche, j'ai bien besoin d'eux. Je baisse les yeux sur mon sweatshirt Yel, pensif. Cette université est mon rêve, mais aussi ma seule échappatoire. Non seulement je ferai ce que j'aime, mais je pourrai plus tard aider financièrement mes parents et ainsi sauver le cabaret. Tout le monde en ressortira gagnant. Encore faut-il qu'il me laisse faire. Chapitre 4. Jeudi, pour la première fois de ma vie, je me retrouve seule au cours d'aérien. Je ne me sens pas à l'aise sans Amélia. Je reste silencieuse, en retrait, telle une pièce rapportée. Au début du cours, Madame Zhang profite que tout le monde s'échauffe pour s'approcher de moi et chuchoter. « Ta sœur ne viendra plus ?» Je lui offre une grimace renfrognée en plein grand écart. « Non. » Elle fronce les sourcils, taisant les questions qui lui brûlent la langue. J'adore Madame Zhang. Elle est excentrique et un peu décalée, mais surtout très talentueuse. J'ai toujours été sa chouchou, principalement parce que je l'admirais étant petite. Aussi parce que je suis sa plus ancienne élève. « Tu t'en sortiras très bien toute seule », me rassure-t-elle en tapotant mon épaule. Espérons. Je m'étire les bras et les jambes en silence, à l'écart des autres. Le cours passe à une vitesse incroyablement lente. J'ai la tête ailleurs. Je n'arrive pas à me concentrer. Je fais des erreurs de débutante sur mon cerceau, j'enroule mes pieds au mauvais endroit, je cambre mon dos du mauvais angle, je laisse mes mains glisser à de trop nombreuses reprises. J'ai tellement honte que les joues me chauffent. Comme si, en perdant Amélia à mes côtés, j'avais perdu tout mon talent. Comment est-ce possible ? Les autres autour de moi me lorgnent de travers. Curieuse, mais visiblement excitée de me voir échouer. Pour une fois. Pensez dès maintenant à l'acte que vous voulez performer sur scène au spectacle de fin d'année, nous rappelle Madame Zhang à la fin de l'heure. Chaque performance durera 3 minutes, que ce soit en solo ou à plusieurs. Je rassemble mes affaires et pars en catastrophe, de peur qu'elle me garde plus tard pour discuter. Je porte encore mon juste au corps sous ma doudoune et mon jogging, si bien que le froid hivernal me frappe de plein fouet une fois dehors. Je marche vite, mes écouteurs dans les oreilles, la tête sans dessus-dessous. Le cours d'aujourd'hui était une catastrophe. Amélia ne peut pas arrêter, pas comme ça, du jour au lendemain. Il ne nous reste plus qu'1 an. Elle ne peut pas m'abandonner au moment le plus important de ma vie. C'est mon futur qui est en jeu. Elle n'a pas le droit de me faire ça, alors qu'elle n'a que quelques mois de plus à tenir. Je refuse. Je vais la ramener à la raison. Moi vivante, il est hors de question que je me retrouve seule sur scène. De retour à la maison, c'est ma mère qui m'accueille, habillée d'un tablier par-dessus sa robe portefeuille. « On va bientôt manger », me dit-elle en m'étreignant. « Va te doucher en vitesse. » Je retire mon manteau, dévoilant ma tenue légère.
Tu veux attraper la mort ou quoi ? S'offusque-t-elle. Et pourquoi tu portes encore ce truc ? Je garde un ton neutre en répondant. Bah, c'est ma tenue de sport. Elle secoue la tête en me prenant mon manteau. C'est alors la même rengaine qui commence. Il ne devrait pas vous obliger à porter quelque chose de si moulant et révélateur. Il ne pense pas aux pauvres filles qui se sentent mal dans leur peau. Tu peux peut-être essayer de mettre une petite jupe en velours par-dessus, tu sais, comme au patinage artistique, histoire de cacher tes cuisses. Je la regarde bien droit dans les yeux, blasée. Je suis habituée à ce genre de remarques, et d'habitude, je me contente de les prendre en hochant sagement la tête. Mais aujourd'hui, elle a mal choisi son moment. Pourquoi je voudrais cacher mes cuisses ? Je dis ça pour toi. Je ne veux pas que tu te sentes mal sur scène, à côté de toutes ces jolies filles. C'est ça le truc, avec ma mère. Jolie est synonyme de mince. Si je suis grosse, je me sens forcément mal dans ma peau. Si j'ai des kilos en trop, je veux évidemment les cacher. C'est sûrement pourquoi elle n'a plus jamais assisté à mes spectacles depuis mes 13 ans, quand j'ai fermement refusé de continuer les régimes désastreux. Quand me regarder m'humilier sur scène est devenu trop dur à supporter pour elle. Je me sens très à l'aise comme ça, dis-je en lui adressant un immense sourire. Merci de t'inquiéter. Sur ce, je disparais dans le couloir. Mon cœur bat à 100 à l'heure. C'est plus fort que moi. Amélia aurait pris ma défense si elle avait été là. Mais elle n'est jamais dans les parages désormais. Après avoir fouillé la maison, j'en conclus qu'elle n'est toujours pas rentrée. Je dépose mes affaires sur la chaise de mon bureau, frustrée. Mes yeux se retrouvent attirés par mon reflet dans le miroir. J'essaie de me regarder comme ma mère me voit. Et le temps d'une seconde, j'y arrive. Puis je me ressaisis aussitôt. Les courbes, je les ai toujours eues. Impossible à rater. Et je ne vois pas pourquoi je les invisibiliserais. Elles sont là, sur mes bras, sur mes hanches, mes cuisses, mon ventre. Pourtant, je ne les considère pas comme disgracieuses. Elles font partie de ce que je suis. Je suis en bonne santé, je fais du sport. Je suis grosse, c'est un fait. Mais je me trouve belle. Et bizarrement, cela semble être le pire de mes crimes. Pourquoi les gens sont-ils si énervés de voir que les gens comme moi s'en fichent, contrairement à eux ? À croire qu'on devrait se cacher et se sentir misérable pour les contenter. Ce serait le comportement le plus normal, à les entendre. Qu'ils aillent se faire foutre. Je suis une force de la nature, belle, sexy et puissante. Je peux tout faire, tout entreprendre, et ce n'est pas mon poids qui me retiendra, ni d'être acrobate, ni d'avoir un copain, ni d'être heureuse. Je saisis mon pyjama, prête à aller me doucher, quand mon regard s'aventure par la fenêtre un instant. Un point bleu attire mon attention. Je vois Amélia au bout de la rangée de bâtiments brownstone, à moitié cachée par un arbre. Je m'apprête à l'appeler quand une deuxième silhouette se matérialise à ses côtés. Sans même l'avoir jamais rencontrée, je sais tout de suite de qui il s'agit. Rachel se penche sans crier gare. Puis soudain, elle embrasse ma sœur sur la bouche. Longtemps. Je me fige sur place, puis détourne le regard de la fenêtre, les joues rouges. J'avais raison depuis le début. Amélia et Rachel sortent ensemble. Depuis combien de temps, aucune idée. Je ne le sais pas, car contrairement à ce que je croyais, je ne suis pas la première à savoir ces choses-là. J'avais l'impression qu'elle me disait tout, comme ça a toujours été le cas pour moi. Mais c'est faux. Je suis la seule à tout partager. Amélia se contente de m'écouter sans jamais reporter l'attention sur elle, gardant ses secrets bien au chaud. Toute ma vie n'a été qu'Amélia. Mais l'inverse n'a jamais été vrai. Je n'ai jamais été mince. Je ne sais pas ce que cela fait, d'avoir un ventre plat. Le mien est tout en rondeur, doux et soyeux au toucher. J'étais un bébé joufflu, déjà à l'époque. Comme tous les bébés, je suppose. Sauf que je ne me suis jamais affinée en grandissant. Ma mère a tenté de me faire maigrir par tous les moyens. J'ai fait tous les sports de la terre, testé tous les régimes existants. Un jour, j'ai vu un nutritionniste vieux comme le monde qui voulait que je ne mange que des aliments verts. Je n'ai jamais tenu, bien sûr. Quand je suis revenue avec 300 grammes en plus que la semaine précédente, il m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai répondu
que j'étais daltonienne. En voyant que je ne maigrissais pas, ma mère a cru que j'avais un problème de santé. Mauvaise nouvelle pour elle, je pète la forme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.